Donc, je vais vous parler d'IA pour la première fois et comment rendre nos apps Rails plus intelligentes grâce à l'IA. Et bah voilà, on va essayer de faire ça intelligemment et tous ensemble aujourd'hui. Le plan pour aujourd'hui, c'est pourquoi s'intéresser à l'IA, parce qu'on en entend parler absolument partout. On sait, voilà, c'est un peu le buzzword du moment, mais pourquoi dans notre cas de développeur web, pourquoi dans notre contexte d'app Rails, pourquoi ça nous intéresse? On va regarder un peu les concepts derrière les LLM, comment ça fonctionne, parce que je pense que ça reste hyper intéressant de bah voilà, comment fonctionne un LLM. C'est pas juste de la magie, c'est pas juste une boîte noire, ça fait quand même des trucs derrière. On va parler de RAG aussi, le très très important, et des tools. On va aussi essayer ensemble d'implémenter, je ne vais pas faire une démo, mais ça va être du code, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse, de voir comment concrètement on peut implémenter de l'IA dans nos apps Rails actuels. Parce que on voit parfois des apps qui partent from scratch, ok c'est super, mais comment dans mon app qui existe déjà, je peux ajouter de la valeur à mes clients. Et ça c'est du bonus, mais bon, dans énormément de cas, ça reste hyper important comment déployer notre propre LLM. Donc là avec Kamal, parce que vous savez que j'aime bien cette techno, mais dans l'idée c'est voilà, comment déployer notre propre LLM et en tout cas ne pas être dépendant de services comme ChatGPT ou équivalent, parce que bah, potentiellement on ne sait pas ce qu'ils font avec. En deux mots, bon, je ne me présente plus ici, mais c'est Guillaume Bridet. Vous pouvez me trouver partout sur Internet sur Guillaume Bridet et sur guillaumebridet.fr. Voilà, je suis lead dev chez SpendHQ. On recrute en ce moment, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, le début, pourquoi s'intéresser à tout ça? L'idée là de l'IA, quand on parle d'IA et qu'on tape IA Rails, la plupart du temps, c'est comment on voit que l'IA nous aide à écrire du code. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va essayer de, parce que je pars du principe que vous savez écrire le code que vous voulez. L'IA reste qu'un outil pour améliorer votre productivité ou améliorer, vous aider dans votre quotidien, mais c'est pas ça, on n'est pas en train de faire du vibe coding là en l'occurrence. L'idée c'est que vous savez exactement ce que vous avez envie de coder et l'IA va vous aider à ça. Là aujourd'hui ce que je voudrais aborder c'est comment on va se servir de l'IA pour apporter de la valeur dans vos applications à vos utilisateurs finaux. Et c'est ça aujourd'hui que je voudrais aborder et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place au travail et dans mes projets perso. Donc c'est un peu ce qu'on va voir et on va voir comment justement ajouter de la vraie valeur et pas juste avoir un chatbot comme on en voit des milliers juste parce que pour dire hey, regardez on a mis un chatbot sur notre site, c'est powered by IA, ok super, mais en fait j'ai envie de voir comment concrètement je peux apporter de la valeur à mes clients. Et le but c'est, comme je disais, d'apporter de la valeur avec des apps qui existent parce que dans l'immense majorité des cas, nos apps existent déjà, elles sont déjà en production, on a déjà des clients. Ok, super, moi je veux ajouter à certains endroits de la valeur à mes clients. Mais avant de comprendre comment s'en servir, il faut, je pense, comprendre comment marchent les LLM, et c'est hyper intéressant techniquement parlant comment ça marche. Donc je voudrais revenir rapidement, je vais essayer de faire quelques slides sur comment fonctionne un LLM de manière générale, parce que pour l'immense majorité des développeurs avec qui j'en parle, ça reste une énorme boîte noire. Je lui pose une question, il me répond, ok super, ça marche. Mais derrière, il y a des concepts qui ne sont pas du tout magiques, et d'ailleurs, il n'y a absolument aucune magie derrière ça. C'est des concepts mathématiques qui sont bien au-delà de ce que je suis capable d'expliquer, et que l'immense majorité des humains sont capables d'expliquer. En vrai, je pense qu'il y a 5 humains sur Terre qui arrivent à expliquer comment ça marche, mais ça marche quand même pas trop mal. Donc le concept est, en tout cas quand on effleure la surface de comment ça marche, c'est relativement simple à appréhender comme concept. Mais en gros, ce que va faire un LLM, c'est qu'il va prendre chaque mot, il va décomposer ce mot en fonction des mots qu'il y a autour en ce qu'on appelle des vecteurs. Bon, un vecteur, il n'y a pas de magie, c'est juste un tableau de float, concrètement. Mais il va décomposer ça en vecteurs et chaque valeur va être influencée par le vecteur d'à côté, par la matrice d'à côté. Et du coup, l'énorme puissance des LLM, ce qui fait que les LLM sont des LLM, c'est que justement, chaque vecteur, chaque matrice que vous voyez ici influence celle d'à côté. Les trois petits points, là on ne se rend pas compte, mais c'est ce qu'on appelle, donc chaque ligne s'appelle une dimension. Il peut y avoir jusqu'à 12, 13, 14 000 dimensions. Et du coup, chaque valeur que vous voyez ici va être définie par le modèle que vous utilisez. C'est ce qui fait qu'un modèle est paramétré de telle ou telle manière. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des LLM qui ont plusieurs milliards de paramètres. Chaque paramètre va influencer la valeur de chaque float ici. Là où c'est hyper important, et là où c'est une révolution technologique, c'est que, contrairement à ce qu'on avait avant, par exemple avec Elasticsearch ou ce genre de choses, un LLM est capable de comprendre le contexte. Mais pas le contexte comme un humain va le comprendre en disant « Ok, je vois ce que c'est physiquement le lit d'une rivière ». Un LLM n'a aucune intelligence à ce niveau-là. Il va comprendre, il va analyser les mots qu'il y a autour de ça. Par exemple, et ça c'est ce que font les attention. Attention, c'est ce qui va permettre de faire de la relation entre les mots qu'il y avait avant et les mots qu'il y avait après, et chaque mot va s'influencer dans un texte.
Là où c'est hyper puissant, c'est que dans les humains, nous humains de la vraie vie, on sait que le mot, par exemple, le lit d'une rivière ou par exemple le lit de notre chambre, pour le traduire en français, eh ben c'est ok, c'est le même mot, c'est les 3 mêmes lettres, mais fondamentalement, on n'a pas besoin de réfléchir très longtemps pour comprendre qu'on ne parle pas du tout de la même chose. Mais Elasticsearch est incapable de faire ça. La façon dont ces outils fonctionnent, de moteurs de recherche, c'est juste de l'analyse textuelle. Ils regardent la fréquence des mots, à quel point ils sont utilisés, où est-ce qu'ils sont positionnés dans la phrase et ce genre de choses, mais ils ne comprennent pas le contexte qu'il y a autour. Pour eux, c'est absolument impossible. Et du coup, grâce aux attention et à ces fameuses matrices, on va pouvoir comprendre justement, en fonction du contexte qu'il y a autour, quel est le sens du mot, en l'occurrence, lit d'une rivière ou le lit d'une chambre. Et c'est là toute la puissance d'LLM, c'est de comprendre le sens qu'il y a autour des mots qu'on lui donne. Mais il faut bien comprendre qu'il n'y a aucune intelligence là-dedans. Il ne comprend pas ce que c'est le lit d'une rivière. On n'est pas en train de recréer un humain. Et ça, je l'entends souvent parler en mode c'est trop intelligent. Mais il n'y a aucune intelligence. C'est purement des modèles probabilistes de qu'est-ce qui se passe autour du mot que je recherche à l'instant T. Et c'est pour ça que ça demande autant de puissance de calcul. C'est pour ça qu'NVIDIA a explosé en valeur. C'est parce que pour calculer justement la fréquence sur des milliers et des milliers et des milliers de dimensions, ça demande une puissance de calcul colossale pour justement ajuster tous ces petits paramètres. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a réussi à trouver le modèle mathématique qui nous permet de calculer ces valeurs, on va être capable de dire « Ok, donc je vous ai pris une petite vidéo, et si je retrouve ma souris, en gros, ce qu'on va faire, ce que va faire un LLM, il n'y a aucune intelligence de plus qu'on lui donne un texte par rapport à ce qu'il a déjà étudié par le passé, et on va lui demander de calculer le mot suivant. Et j'ai bien dit le mot suivant, un seul mot suivant. Les GPTs, donc les LLM pour faire simple, mais GPT en l'occurrence, sont capables de calculer seulement le mot d'après, en fonction de toutes les matrices qu'on a vues avant. Et il va être capable de déterminer de manière probabiliste le mot qui vient après en fonction qui lui semble le plus pertinent. Donc si on prend une petite vidéo, quand vous faites un prompt sur ChatGPT, la seule chose qu'il fait, c'est qu'il va le faire passer dans sa petite moulinette et il va générer un seul mot. Donc par exemple, là, il pense que le meilleur mot qui vient après cette phrase-là, c'est ça. Parce que de manière probabiliste, sur Internet, c'est ce qu'il a probablement vu dans le passé, c'est probablement ce qu'il sait déjà faire. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le résultat et on va le repasser dans la moulinette. Une fois de plus, 2 fois de plus, et de manière cyclique, jusqu'à avoir une phrase qui ressemble à quelque chose de concret pour un humain. Une fois qu'il a fait ça, il va faire une analyse purement statistique de, justement, parmi ce qu'il a déjà étudié dans le passé, qu'est-ce qu'il est capable de... Quel est le mot le plus probable qui vient après la fin de cette phrase? Là, en l'occurrence, c'est France, mais ça pourrait être autre chose. Paris, par exemple, est dans un continent ou je ne sais pas quoi. Et c'est là toute la puissance d'LLM, c'est que c'est probabiliste. Et d'ailleurs, si on prend, par exemple, cet exemple-là, on va faire des calculs mathématiques que je ne comprends absolument pas dans ces matrices. Avec le résultat qu'il y a dans cette matrice-là, on va estimer que water est le mot le plus probable, mais aussi river, qui est aussi complètement cohérent dans cette phrase. Mais un LLM n'a aucunement conscience de ce qu'il est en train de dire, c'est juste statistiquement le plus probable. Et là, ça va être hyper intéressant, c'est que les LLM, pour qu'ils paraissent un peu naturels actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils en prennent, parmi les résultats les plus pertinents, ils vont en prendre certains parfois de manière aléatoire. Ou selon l'outil que vous utilisez, parfois il va vous demander, parmi ces 2 choix, quel est le plus pertinent. Et ça va permettre d'entraîner le modèle en fonction de ce que l'humain est capable de dire de plus pertinent ou pas. C'est pour ça que sur ChatGPT, vous voyez 2 options, et vous devez en choisir une parmi d'autres. Donc ça, c'est comment fonctionne mathématiquement l'LLM, et ça a un énorme impact sur ce que nous, on va faire en tant que développeurs, et la valeur qu'on va pouvoir ajouter à nos utilisateurs. Donc les GPTs ne sont absolument pas intelligents, ils sont uniquement probabilistes, c'est purement des modèles mathématiques, et du coup, on peut en déterminer qu'ils sont déterministes en fonction de ce qu'on lui donne en entrée. Théoriquement, on pourrait avoir toujours le même résultat en sortie. Mais par contre, la grosse différence avec les moteurs de recherche qu'on avait par le passé, c'est qu'ils sont capables de comprendre le contexte. Le mot lit pour par exemple Elasticsearch est exactement la même chose que ce soit le lit d'une rivière ou le lit d'une chambre. Il n'a aucun moyen de comprendre la différence entre les deux. Parce qu'ils font des index inversés et du coup, ils regardent juste la fréquence, la différence entre si vous faites une faute d'orthographe à lit, ce genre de choses, mais il n'y a vraiment aucune intelligence. C'est purement des stats classiques. Ce qui nous amène à comment on va pouvoir concrètement ajouter de la valeur à nos utilisateurs, c'est avec les RAG. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des RAG? Je pense qu'avec l'émergence de l'IA, on en entend tous un peu parler. Mais en gros, le concept, c'est que par rapport à ce qu'on a vu, les LLM sont
très 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 intelligents pour comprendre le contexte qu'il y a autour. Donc plus on leur donne d'informations, plus ils vont être capables de répondre de manière pertinente à ce qu'on leur demande. Et un RAG, c'est exactement ce qu'on va lui dire. C'est exactement ce qu'on essaye de faire. On va lui dire, moi, dans mon contexte à moi, de mon application à moi, dans mon entreprise à moi, je sais que cette valeur-là, à cet instant T-là, elle est hyper pertinente. C'est exactement ce que les gens en moyenne vont demander comme question. Donc, je vais pouvoir dire à mon LLM, bah tiens, je t'injecte un maximum de données pour que tu répondes le plus pertinemment possible à ma question. Et un RAG, c'est exactement ça. C'est comment anticiper la question que l'utilisateur va poser pour lui répondre pertinemment. Donc, on va essayer de créer un RAG, parce qu'au final, c'est ça qui permet d'ajouter de la valeur à des clients. Et d'ailleurs, vous avez sûrement dû voir, quand vous utilisez ChatGPT, vous tapez une question un peu bateau, la réponse, elle n'est jamais très pertinente, parce qu'il y a tellement de données qu'il va faire une réponse un peu vague. Les RAG, ça va permettre de dire, OK, voilà mon contexte, voilà ma problématique, voilà ce que j'essaye d'atteindre comme résultat, essaye de m'y amener. Donc, la première chose qu'on va faire, je ne vous ai pas dit, mais les tableaux de vecteurs, on appelle ça des embeddings, mais peu importe. Donc, on va essayer déjà de sauvegarder avec les données que nous, on a. On va essayer de créer un peu ces valeurs-là pour justement pouvoir aider le LLM à mieux nous répondre. Ensuite, en fonction de la recherche de l'utilisateur, on va essayer de récupérer ces informations ultra pertinentes qui sont de qualité. On va essayer, pour le prompt suivant, d'augmenter la valeur du prompt, lui donner beaucoup plus de contexte. Et enfin, on va générer la réponse finale. Et c'est là que ça m'amène à, bah ok, comment concrètement, et pas seulement de manière, pas pour en faire un post LinkedIn, comment je peux concrètement ajouter de la valeur à mes clients. Donc j'ai essayé récemment de jouer avec pas mal de gemmes, et celle qui me plaît le plus, c'est Ruby LLM. Il n'y a aucune intelligence dans Ruby LLM particulièrement, c'est juste, pour l'immense majorité des gemmes, des wrappers autour de ChatGPT ou équivalent, autour de services qui sont faits à l'extérieur. Mais du coup, la gemme que vous utilisez n'a quasiment aucune valeur, c'est vraiment juste des wrappers, littéralement. Mais je vais vous parler de celle-ci parce qu'elle m'a beaucoup plu et elle est assez simple à comprendre. La première chose que vous devez faire pour ajouter de la valeur, ça va être de trouver un moyen de sauvegarder ces fameux embeddings, ces vecteurs. Mais ces vecteurs, c'est un mot, je trouve, un peu barbare qui fait croire que c'est compliqué, mais c'est vraiment juste des tableaux de floats. Et Postgres est très très bon pour sauvegarder ce genre de choses. Donc du coup, on va ajouter la gemme pgvector. Et Neighbors, ça va être pour comparer justement ces vecteurs entre eux. Mais si vous avez fait des mathématiques après le bac, c'est vraiment de la comparaison de matrices. Il n'y a vraiment rien de fou. Ça, je suis capable d'à peu près, normalement, vous l'expliquer. Et du coup, dans Rails, de manière très tangible, comment ça fonctionne? On va ajouter cette fameuse gemme vectors, cette extension vectors dans Postgres pour qu'il soit capable de sauvegarder ça. Et dans ce cas-là, dans l'exemple que je vous ai donné, on va essayer de créer une table Documents qui n'a aucune intelligence non plus. Par contre, la subtilité, c'est que vous voyez qu'il y a bien cette notion de vectors qui sont vraiment des tableaux de float et on va l'appeler embeddings. Du coup, la prochaine étape, pour pouvoir justement commencer à créer notre RAG, commencer à créer justement ce qui va permettre au LLM d'être plus intelligent, on va créer notre petit modèle Documents. Donc, c'est peut-être, là, vous faites du Rails comme moi tous les jours. Ça, c'est la gemme Neighbors, on verra comment elle marche. Mais surtout, on va pouvoir dire, OK, au moment où tu sauvegardes, si le contenu du document, et le document peut venir de Notion par exemple, ça peut venir de votre Google Drive, ça peut venir de votre site web, ça peut venir des mentions légales du site pour lequel vous travaillez. Ça peut venir de absolument ce que vous voulez, c'est juste du texte, des photos, des vidéos, ça peut être absolument n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'un LLM va pouvoir comprendre, analyser. Donc si le contenu change, on verra ça après, si le contenu change, je n'ai pas grand-chose à faire. En fait, je veux vérifier je vais demander à ChatGPT en l'occurrence, mais peu importe, à votre LLM, OK, parse ce contenu-là, analyse par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, parmi ce contexte-là, parmi tous les mots que tu as vus, essaye de faire des vecteurs, et justement, c'est ça qu'on va sauvegarder. Donc ça va faire un gigantesque tableau de plusieurs milliers de dimensions, de plusieurs milliers de lignes, pour justement savoir comment on va pouvoir le comparer après, plus tard. OK? Et ensuite, je rajoute un minuscule scope, tout ce qu'il y a de plus banal, mais très important à comprendre dans le contexte des GPT, des LLM, c'est que quand vous allez faire une recherche sur ChatGPT, ce qu'il fait, c'est qu'il prend votre texte, il le transforme en vecteur et il compare des vecteurs entre eux. Il ne compare jamais du texte. Quand vous tapez n'importe quel prompt sur ChatGPT, il va d'abord être transformé en vecteur, ça va demander de la puissance de calcul, et il va comparer ce vecteur avec ce qu'il connaît déjà. Et c'est seulement ce que fait ChatGPT pour simplifier ça. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre la recherche de l'utilisateur en question, on va le transformer sous forme de vecteur,
Et grâce à la fameuse gem neighbors, mais qui fait encore une fois rien de magique, elle appelle les mécanismes de Postgres en l'occurrence, et ben elle va comparer, grâce à cette petite fonction, elle va comparer ce qu'il connaît déjà, ce qu'il a déjà analysé dans nos documents, par rapport à la recherche de l'utilisateur. Donc si je dis je voudrais déposer un chèque à la banque, si on a déjà mis des documents, et on le verra après dans un exemple plus concret, eh ben, il va pouvoir être capable de comparer ces deux matrices, ces deux vecteurs ensemble. OK ? Donc ça, je trouve que c'est hyper important à comprendre et c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place là, dès aujourd'hui dans vos applications parce que c'est très tangible. On peut, en quelques lignes de code, commencer à écrire un rail et commencer à apporter quelque chose. Donc, un exemple que je vous ai donné, là je l'ai écrit en dur, mais il faut bien imaginer, je répète, que ça peut être des PDF, des mentions légales, des documents comptables, des documents, ce que vous voulez en fait, des vidéos, n'importe quoi. Vous pouvez lui passer du contenu à manger pour le transformer, du coup, dès qu'on fait ça, hein, vous avez compris tout à l'heure, ça va le transformer en vecteur, ça va le sauvegarder. Et grâce au petit scope qu'on a fait, quand je vais poser une question, donc là on est littéralement en train de recoder ChatGPT de manière stupide, certes, mais c'est exactement la façon dont fonctionne ChatGPT. Il va comparer une nouvelle matrice à une autre. OK ? Donc déjà, je trouve ça fou comme concept, c'est qu'avant on avait justement de la comparaison par fréquence, de la comparaison par ce genre de choses, avec les distances de Levenshtein par exemple, pour ceux qui ont déjà joué avec Elasticsearch, mais là c'est de la comparaison par justement matrice, et c'est hyper intéressant mathématiquement. Et l'autre énorme avantage de cette gem ou de ces gemmes qui existent, c'est que contrairement à des outils externes, à des API, c'est que là on reçoit dans ce truc-là une collection Active Record qui est quelque chose de hyper tangible. C'est-à-dire qu'on a le contenu physique dans notre console Rails et bah, du coup c'est plutôt pas mal. Ok Guillaume, j'ai compris comment sauvegarder des documents, j'ai compris comment les comparer avec une requête, comment s'en servir dans la vraie vie pour mes utilisateurs. Et bien ce qu'on peut faire, c'est que pareil, c'est quelque chose avec lequel vous êtes très familier. On va avoir un contrôleur, là j'ai inventé une fonction, peu importe. On va refaire ce qu'on a fait tout à l'heure avec ce système de query. Ok, super. Mais du coup, on va bêtement et méchamment ajouter, mais c'est invisible pour l'utilisateur final, on va ajouter un peu de contexte au prompt. Parce qu'on se souvient, à chaque fois qu'on pose quelque chose, une question à un GPTs, eh ben on lui donne tout le contexte et du coup il analyse tout le contexte pour pouvoir répondre efficacement. Donc là, je vais faire une recherche par vecteur, c'est la première ligne que vous voyez ici. Je vais join tout le contenu parce que je l'ai quand même sauvegardé au format brut. Je vais sauvegarder tout le contenu. Je vais dire à ChatGPT, donc ça l'utilisateur ne le voit pas, en disant bah ok, tu es un assistant et tu dois répondre à des questions. Mais là, c'est dans ce contexte-là, à des questions avec les documents de la compagnie. Et je vais lui dire bah ok, voilà le contexte, donc tous les documents de la compagnie, mais qui sont déjà triés et qui sont déjà pertinents pour l'utilisateur. C'est-à-dire qu'on va donner à GPT le contexte de exactement les documents dont l'utilisateur a besoin pour pouvoir répondre de manière efficace. Donc c'est vraiment en 2 étapes qu'on le fait, et c'est là que c'est hyper important. Et ensuite, on va ajouter à ça, on va concaténer justement la question de l'utilisateur, et là on aura une réponse sur le papier qui est ultra pertinente par rapport à ce que vous voulez faire. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que ça permet de rajouter de la valeur là, tout de suite, de manière tangible. Demain, vous pouvez ajouter ça dans vos bases de données sur vos apps en production. Si vous ajoutez un moteur de recherche en disant, je ne sais pas moi, quelles sont les villas les plus luxueuses chez Barnes, vous pouvez déjà faire ça en production dès demain matin. Et ça, c'est plutôt chouette. 2 autres exemples que je voulais vous donner, parce que j'allais quand même pas parler de Hotwire plutôt. On peut rajouter, comme je disais, des instructions. Et l'énorme avantage, c'est que les LLM, on l'a compris avec ce que j'ai dit au début, plus il y a de contexte, plus ils sont pertinents. Parce que, ok, ils ont absorbé les informations de tout Internet, mais ils sont très mauvais pour comprendre ce qu'on est en train de manipuler actuellement. Et d'ailleurs, quand vous utilisez des LLM, plus votre prompt va être grand, plus vous allez lui donner du contexte, plus votre réponse sera parfaitement pertinente. Mais ça, on peut le cacher à l'utilisateur. Et grâce à ce genre d'outil directement basé dans le code, on va pouvoir dire, ok, je te donne des instructions, par exemple, tu es un assistant très pertinent dans le monde de l'immobilier, j'en sais rien. Et là, on va pouvoir lui dire, ok, avant même que tu répondes à l'utilisateur, je te donne, par exemple, les informations du projet que tu es en train de manipuler en cours. Mais ça, c'est à la volée. Et on comprend que les LLM, de toute façon, sont bons, surtout à la volée, en fonction du contexte. Et ensuite, on va pouvoir lui poser des questions. Donc là, je l'ai écrit en dur, mais ça pourrait être dynamique. Et avec Turbo, c'est plutôt pratique. Je n'ai pas de vidéo malheureusement, mais on va pouvoir, à chaque fois qu'il y a un mot qui apparaît, on va pouvoir l'envoyer avec Action Cable directement dans notre interface.
et ça va simuler un peu l'expérience qu'on a avec ChatGPT. Donc ça, c'est quand même plutôt très cool. Autre chose qu'on peut faire, et que pareil, c'est plein de petits exemples que je vous donne, que vous piocherez dans vos projets, on peut, de manière complètement transparente pour l'utilisateur, quand vous allez créer quelque chose, un objet, n'importe lequel, on va pouvoir, à la volée, par exemple, remplir un contenu qui a été vide. Plutôt que de laisser vide un contenu à l'utilisateur, on va pouvoir lui dire, parmi les contenus que l'utilisateur a remplis, essaye de remplir par exemple la description. Ça, pour l'utilisateur, c'est parfaitement invisible, il n'aura aucune idée, mais ça permet de rajouter potentiellement du contenu. Et des exemples comme ça, il y en a des milliers. Par exemple, on l'a fait chez Studio HB à l'époque. Ce contenu est vide, dommage. Bon, on demandait à l'utilisateur de le remplir. Là, on pourrait dire, on te suggère de mettre ça. C'est toujours mieux que rien. Et en plus, c'est d'une simplicité. Il n'y a quasiment rien autour de ça. C'est vraiment le code quasi final de ce qui est mettable aujourd'hui en production, quoi. Et vous voyez, je le remplis avant de le sauvegarder. C'est la réponse de ça qui va être sauvegardée. OK ? Autre truc que je voulais vous donner pour l'utiliser dès demain en production, c'est les tools. Les tools, est-ce que vous savez ce que c'est les tools déjà? Certains savent, mais tout le monde ne dit pas oui. Les tools, ça va être un système, un moyen de dire aux GPTs qu'ils ne savent pas comment utiliser, justement, ils n'ont pas accès à votre code, ils n'ont pas accès à vos API, ils ont accès à globalement rien, si ce n'est ce qu'ils savent déjà. Les tools, ça va être un moyen de leur dire, OK, je te donne la définition de ce que tu as le droit d'appeler, je te donne sa description, je te donne les paramètres que tu as besoin de montrer. Et grâce à ça, en fonction de ce que tu as déterminé, tu vas être capable de dire, OK, l'utilisateur a l'air de me demander que j'ai besoin de créer un projet, il a l'air de me faire comprendre qu'il a besoin de créer un projet, mais moi, je ne sais pas faire. Donc là, je vais lui créer un tool en lui disant, si tu me donnes en paramètre la description de projet, moi, en tant qu'outil, je vais être capable de le faire pour toi. Et ça, c'est hyper puissant. Parce qu'encore une fois, dans vos projets, vos utilisateurs, vous ne savez pas ce qu'ils vont vous demander. Par contre, vous savez ce que votre app est capable de faire. Donc vous allez pouvoir créer dans votre contexte, dans votre utilisation, dans votre application en production, des tools, des dizaines, des centaines de tools en disant « Ok, peut-être que l'utilisateur en aura besoin, mais en tout cas, le LLM y a accès. » Et ça, c'est hyper important. Par exemple, est-ce que votre LLM est capable de dire quel est le nombre de projets, si votre utilisateur demande, ou quelle est la moyenne, je ne sais pas, du prix d'une maison sur une app immobilière? Non, il en est incapable. Par contre, il y a de fortes chances que dans une app d'agence immobilière, ce genre de questions soit posées. Un tool, ça va permettre de récupérer ces données à la volée et de pouvoir répondre de manière très pertinente. Et en plus, c'est du Active Record, tout ce qu'il y a de plus banal. Vraiment, on va recevoir là dans la description, et c'est encore une fois le LLM qui va décider quand est-ce qu'appeler ce tools. Il va pouvoir dire, OK, voilà la description, on va créer le projet. Et en fonction de la réponse de ce truc-là, le LLM va être capable de dire, ça a marché, j'ai créé le projet pour toi, merci à tous. Mais là, ça a créé un projet, mais ça pourrait être récupérer les données d'un projet. On le verra après, mais c'est vraiment, je te mets à disposition des outils dans mon contexte et tu te débrouilles pour t'en servir. Donc ça, c'est la puissance des tools et ça permet de l'intégrer là, dès aujourd'hui, dans votre code. Et encore une fois, j'ai simplifié un peu, mais globalement, ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Comment s'en servir? Encore une fois, c'est très très simple. J'y reviendrai après sur ça après. Mais en gros, là, avec cette petite gemme, on peut lui dire « Ok, je sais que dans le contexte d'un index de projet, donc on imagine que là, on a la liste des projets, on peut peut-être penser à une petite interface qui permet de dire à l'utilisateur qu'est-ce que tu as envie de faire sur tes projets. Et là, on va lui mettre à disposition le Create Project Tools. Je ne sais pas s'il va s'en servir, mais ça n'a aucune importance. On lui donne juste l'accès à cet outil-là. OK? Et autre petit tips que je voulais vous donner, c'est cette histoire-là. Pareil, on ne le voit pas tant que ça sur Internet. C'est de manière dynamique, on peut créer un modèle, tout ce qu'il y a de plus banal dans Rails, qui s'appelle en l'occurrence Chat Instruction. On va lui dire que dans ce contexte-là, donc avec un petit scope for project, dans ce contexte-là, il y a des humains qui vont dire « Ok, il y a de fortes chances que dans le passé, les utilisateurs aient posé ce genre de questions. Quand tu reçois ce genre de questions, voilà le genre de réponse que tu vas devoir donner. » Donc on va pouvoir, pareil, ajouter, avant même qu'on demande quelque chose au LLM, des instructions, des contextes, plus d'informations pour qu'il réponde de manière ultra pertinente. Et ça, c'est quelque chose que je vous conseille fortement de rajouter dans vos applications, avec une petite interface d'administration, ce genre de choses, en disant « Ok, voilà ce que tu peux rajouter. Dans ce contexte-là, c'est le genre de questions que tu vas avoir l'occasion de rencontrer. » Et ensuite, on lui pose la question de l'utilisateur, évidemment. Dernier exemple, et après, je ne vous embête plus avec les exemples.
ça n'empêche pas, par exemple, tout ce qu'il y a de plus classique, vous créez un job qui va recevoir en project le truc, en paramètre pardon, le projet, et vous allez pouvoir enhance ce projet, donc faire des choses dessus, créer des relations dessus, ajouter des champs vides, ce genre de choses. Donc voilà, petit tips que je vous donne, prenez ça, mais c'est quelque chose qui est de manière très 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 simple à mettre en place. Et c'est un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, de manière très tangible, dans du code, vous pouvez faire ce genre de choses. Il n'y a pas besoin de faire des trucs complexes avec de l'API, il n'y a pas besoin de run Llama sur vos ordinateurs en local. Vous pouvez faire ça de manière très très simple. Si on récapitule rapidement, les LLM sont probabilistes et c'est ce que je veux un peu dire aujourd'hui. Il n'y a aucune intelligence ou presque dans les LLM, dans les GPTs. C'est vraiment quelque chose qu'on peut déterminer et sur lequel on peut avoir une influence et c'est le plus important. On peut guider leur comportement en fonction de ce qu'on a fait par le passé, en fonction du contexte qu'on leur donne. Je vous invite très fortement, parce qu'on le voit assez peu, je trouve, de rajouter de manière parcimonique des petites touches d'IA dans vos applications. Vous prenez n'importe quelle méthode d'action de contrôleur, vous rajoutez, comme on a vu, des petites méthodes par-ci par-là, et tout de suite, l'expérience de vos utilisateurs pourrait, en fonction de vos besoins, devenir un peu meilleure. Et le but, c'est pas de recréer un chatbot bête et méchant qui va recracher ce que ChatGPT ferait. C'est vraiment d'ajouter en fonction de votre contexte des choses pertinentes. Vous avez besoin d'aucun service externe, ou presque, mais surtout du no-code. Par exemple, le no-code limite énormément les choses que vous allez pouvoir faire, parce que vous allez devoir créer une API intermédiaire entre les deux et ça va complexifier massivement les choses parce qu'encore une fois, vous allez recevoir que du texte. Qu'est-ce qu'on fait avec du texte? C'est très dur d'interagir avec des modèles Active Record ou d'interagir avec votre code. Donc là, l'énorme avantage, c'est que ça tourne directement sur votre application Rails, tout ce qu'il y a de plus classique que vous connaissez et que vous maîtrisez déjà. Et l'énorme avantage par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir avec encore une fois des Elasticsearch et ce genre de choses, et ce n'est pas pour les mettre en comparaison, les deux ont une utilité, mais c'est de comprendre le contexte. Et le dernier exemple que je vais vous donner, qui peut être pratique, plutôt que par exemple, un exemple que j'ai fait récemment dans un projet perso, c'est plutôt que de développer une application, une feature qui va permettre d'importer des données, je vais entraîner l'IA avec énormément d'exemples que j'ai prévus à l'avance, en disant l'utilisateur va m'envoyer un document qui a l'air de représenter les données qu'il veut sauvegarder et qu'il veut importer dans l'application, mais moi, le résultat, en fonction de ça, sera toujours celui-là. J'ai besoin d'une description, d'une date de début, d'une date de fin, d'un client relatif que tu vas devoir trouver de telle et telle manière. Le format de l'utilisateur, je ne veux pas lui imposer un format particulier, je ne veux pas qu'il ait une colonne précise. Ça peut même être du texte, ça peut être n'importe quoi, mais tu te débrouilles en fonction de plein d'exemples pour me sortir le résultat que j'attends. Et c'est là la puissance magique des LLM, c'est qu'ils sont capables de comprendre le contexte avec tout ce qu'on a vu de manière probabiliste pour remplacer des features entièrement dans votre code. Vous n'avez plus besoin de développer un moteur d'import dans vos applications. Vous pouvez lui dire, je te donne 10 exemples et l'utilisateur se débrouillera avec ça. Et ça, c'est ce que permettent de faire les RAG et de ce que se permettent de faire justement ces modèles probabilistes. Et ça, c'est d'une puissance folle. Là, c'est juste un exemple avec cette histoire d'import. Vous pouvez mettre ça sur à peu près tout ce qui est possible de mettre et du coup, la vie est belle. Voilà, c'était le petit truc. Il y a juste une dernière chose que je voulais vous montrer très très rapidement. C'est comment déployer vos LLM. Il y a un truc qui est bloquant et je suis obligé d'en parler, c'est Kamal. Mais dans énormément de cas, on ne peut pas se permettre d'envoyer des données à des LLM qui sont externes, qui ne sont pas maîtrisées. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien de magique. Vous pouvez les déployer vous-même. Et en l'occurrence, il y a une app qui s'appelle OpenWebUI qui permet de faire ça. Ça permet d'avoir une UI qui ressemble énormément à ChatGPT. Et ça permet de télécharger des modèles directement en live et ça vous donne accès à une API. Et ce n'est pas une simulation de ChatGPT, c'est littéralement Mistral, Llama ou n'importe lequel qui vont tourner sur le serveur que vous avez. Et du coup, en termes de privacy, je ne sais pas comment on dit, du coup, vous n'avez aucun problème de privacy. Donc j'ai fait un exemple très très rapidement parce que j'avais envie de parler de Kamal. Et du coup, en quelques lignes, vous pouvez, donc évidemment ça c'est difficilement production ready évidemment, mais en quelques lignes, vous pouvez avoir justement ce genre d'interface hostée sur vos serveurs que vous maîtrisez avec un accès à une API qui a tout ce qu'il y a de plus classique. Vous remplacez chatgpt.com par ce que vous voulez.com et vous avez accès à un LLM en ligne, privé, et que vous, justement, que vous maîtrisez du début à la fin. Donc si vous avez des données un peu sensibles ou que vos clients ne sont pas très à l'aise avec l'idée de faire ça, vous pouvez évidemment déployer des LLM tout seul. Mais il y a aussi évidemment des services qui permettent de faire ça. Je parle souvent de Scaleway, mais j'en parle en 2 secondes.
Vous n'êtes pas obligé de l'héberger vous-même parce que ça coûte une tonne et ça demande énormément de puissance de calcul. Il y a des services, vous en doutez, qui existent. Vous pouvez déployer un DeepSeek en un clic et ne plus être dépendant de ChatGPT concrètement. Voilà, j'ai beaucoup parlé, c'était très dense, mais j'espère qu'en tout cas les ChatGPT les LM pardon, sont plus clairs pour vous. Et j'espère surtout que vous allez pouvoir maintenant ajouter de la valeur très rapidement et très concrètement sans avoir à faire des trucs de fou avec des backflips, avec des API par-ci par-là. De manière très concrète, vous pouvez améliorer la vie de vos utilisateurs en production aujourd'hui. Et c'était un peu le but de ce talk. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De quoi? Je filme les questions. Dis-moi. Avec la stack maintenant un peu standard de Rails, on est sur SQLite. Est-ce qu'il y a des équivalents de JVector et Neuro? Il me semble que j'avais regardé et j'en avais pas trouvé. Tu as l'air d'avoir la réponse, je ne l'ai pas. Je n'utilise que Postgres en prod. Du coup, Quasi sûr que tu peux storer des embeddings, calculer les embeddings de la réponse. ok. Après, j'ai pas la raison exacte de pourquoi pgvector existe. Ça a l'air d'être qu'un tableau de float énorme, certes, mais ça reste qu'un tableau de float. Est-ce qu'il y a un truc différent? C'est les maths dans Postgres. Ouais, voilà. Mais concrètement, j'imagine que si c'est possible dans l'un, il n'y a pas de raison technique que ce soit pas possible dans l'autre. T'as pas des problèmes de perf avec SQLite, t'as pas des tailles de ta base Non, non. faire rien. Ouais, pas faire. Mais en fait, c'est surtout les formats des index. Parce qu'en fait, il faut pouvoir stocker des index d'une certaine manière quand même si c'est des tableaux de float, c'est beaucoup de tableaux de float. Ouais. Donc, en fait, c'est juste des nouveaux formats pour gérer ça. C'est une extension de Postgres, hein, c'est pas un fork de Postgres ou un truc à part. Ouais, ok. Voilà. Très bien. Et justement, au moment où tu fais faire ça par une LLM, en fait, ou par ChatGPT, comme l'exemple que je présentais tout à l'heure, il n'y a rien de standard en fait. C'est-à-dire que si tu dis, ah, bah, finalement je vais changer de modèle, il faut que tu réindexes tout en fait, c'est ça? Bah, sauf faire de ma part, pas forcément, mais il faut juste que les deux LLM soient cohérents, j'imagine. J'ai pas la réponse exacte, mais de toute façon, la façon pourquoi deux LLM sont différents, c'est en fonction des paramètres qu'il a eu pendant son training, pendant sa phase d'entraînement. Du coup, si tu lui donnes des valeurs qu'il ne connaît pas, j'imagine que le résultat soit moins pertinent, parce qu'au final, c'est que des probas entre deux façons de faire. Donc j'imagine que oui. Mais j'ai pas la réponse exacte pour être honnête. Chaque modèle d'embedding est différent. C'est ça, Tu en fait. auras plusieurs races de modèles d'embedding et ils n'ont pas tous les mêmes représentations. Ouais. Donc imagine que tu le fais avec un modèle qui s'appelle Mini-LM par exemple, et qu'après tu te dis, ah, bah, je switch, je mets un autre truc, ça va être complètement des chiffres que tu as C'est ça. qui sont différents. En fait. Donc tu es obligé de tout refaire. C'est ça, ouais. Autant garder le même tout le long. Parce qu'on, ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle les paraméteurs, c'est ce qui va changer justement. Un 2.5 va devenir un -4. Pourquoi? Mathématiquement, je ne sais pas l'expliquer, mais c'est ce qui fait qu'un LLM est pertinent ou pas pertinent. Enfin, c'est ce qui fait le LLM derrière, quoi. Il n'y a rien de standard. Il faut tout refaire si tu. Chaque modèle aura sa Chaque modèle est différent, c'est ça. Comment tu traduis le mot va avec les chiffres. C'est Je ça. crois qu'il y a moyen de faire référence sur un modèle et tu dis que malheureusement, il y a le modèle Papaya la semaine dernière. Mhm. Je sais pas. Tu peux adapter les modèles. Genre, il y a des modèles qui sont meilleurs sur un certain truc, mais tu peux faire une autre partie de training sur un autre truc. Après, dans l'immense majorité de ce que j'ai expérimenté en tout cas, c'est rare d'avoir des milliards de trucs à indexer tous les matins. En général, quand c'est fait une fois, voilà. Et surtout que, par exemple, les documents d'une entreprise pour répondre, ou la documentation interne d'une entreprise qui peut être très pertinent pour aider son service en interne, par exemple, ou pour aider les utilisateurs en mode, dans mon contexte d'entreprise, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Il y a rarement des milliards, il n'y a pas tout Internet à réindexer non plus. C'est au pire, quelques milliers ou dizaines de milliers de pages. Bon. Et surtout que tu as besoin de le faire qu'une fois. Donc, bon, je pense que c'est relativement jouable. Mais voilà. Yes. La question c'était plus sur le début quand tu as indexé le document, j'ai pas souvenir exactement quand tu transformes la donnée et que tu la réinjectes après dans le LLM. Ouais. Et ben, C'est vraiment tout début. en fait, il n'y a vraiment pas grand chose à comprendre. Tu vas juste créer justement ce tableau de float. OK.
Et en fait, ici, ce qui va se passer, c'est que tu vas, donc, ignore ça. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le contenu. Donc là, content, c'est l'équivalent de document.content. C'est du texte pur. Et en fait, on va dire à ChatGPT, en l'occurrence, prends ce texte-là, applique ce qu'on a vu au tout début, applique littéralement, prends le. Donc ça, imagine que c'est le texte de ton document. Le point embed là que tu as vu, il va transformer ça en chiffres. Et c'est ces chiffres-là qu'on va sauvegarder dans le self.embeddings. Donc, ok, une fois qu'on a sauvegardé ces tableaux de float, ok, on est bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, donc là on sauvegarde des tableaux de float, ok. Et ensuite, on va chercher par similarité. Et c'est ça ta question? Pour que ça marche, on va prendre ce texte-là. Littéralement, on va prendre la question de l'utilisateur. Et en fait, on va faire exactement la même étape. Tu vois que cette étape-là et cette étape-là sont exactement la même. Et en fait, on va transformer la question de l'utilisateur en tableau de float, en vecteur. Et on va comparer ici deux matrices entre elles. Aucun moment tu passes par une, en fait. C'est juste. Bah, l'IA, c'est. Ouais. Je veux dire, par un service externe, c'est une comparaison de. Mais le service, c'est là que le LLM intervient. Le LLM permet de transformer ça en vecteur. C'est là la puissance du LLM. Mais la comparaison, c'est pas de LLM. La comparaison, c'est purement des maths au niveau de Postgres. C'est ça qui me manquait, en fait. ouais, c'est ça. Comment tu as des vecteurs et qui fait la comparaison? C'est ça. Mais ça, tu peux le faire à. Ouais, je caricature, mais tu peux le faire à la main. Hein. À partir du moment où tu as deux matrices entre. C'est ce que je disais. Ouais. Alors, non, mais si tu as fait des études supérieures en mathématiques, on le faisait à la main en maths. Hein, mais c'était des matrices de 3 par 3, quoi. Mais en gros, on comparait des matrices entre elles et tu sors une matrice à la fin. C'est exactement ce que fait un LLM. Pas un LLM. C'est ce que fait, en l'occurrence, Postgres. Donc là, on a des vecteurs. Ok, on a une matrice, ce que l'utilisateur a demandé, on a tous les documents sous forme de vecteurs, on compare les deux et on cherche ce qui est le plus similaire. Du coup, tu risques pas d'avoir un problème qu'il n'y a pas assez de données. Par exemple, tu poses une question et, je sais pas, et comme il n'est pas assez entraîné, il n'a pas un contexte de données très grand, le proche sera peut-être nul, mais il Ouais, voilà. le plus proche. Ouais, c'est ça, il prend le plus proche, mais le plus proche peut être nul. Ouais. Il lui donner quand même une base un peu conséquente de documentation pour qu'il comprenne bien, enfin il comprend pas, mais tu vois l'idée. Ah bah bien sûr, plus un LLM a... Bien sûr. L'idéal, c'est de comprendre avec l'initial prompt que tu avais vu, tu es un assistant AI et tu vas m'aider à faire ça. Et donc, il faut lui dire, si tu n'as effectivement pas beaucoup de données, il faut lui dire, si tu ne l'as pas dans ton contexte, dans le contexte que je te donne, n'invente pas. Parce que Ouais. si tu ne lui dis pas ça, littéralement, il va te make up la plupart des trucs. C'est ça. Faut pas que la libre, on peut mettre une distance max pour pas Ouais. qu'il réponde un truc et donc ça. C'est ça. En fonction de ça, là, on peut faire un peu ce qu'on veut. Ouais, exactement. Alors ça, c'est pour la génération de l'LM, mais là, je pense Ouais. qu'on parlait juste pour la comparaison de... C'est ça. On en discute après, on passe au prochain talk. Mais merci à tous.